Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme dit dans ma précédente vidéo Update Lecture, on se retrouve toujours le même jour pour moi pour que je vous parle de 4 de mes autres dernières lectures. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, le livre dont je vais vous parler, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais Hématome de Maud Maïras, c'était le premier livre du challenge Paye ton slip. Je ne sais pas, je vais essayer de mettre un petit truc genre... là, vu que ça sera ma deuxième lecture, 2 sur 20 avec un petit slip de bain à côté. Je vais essayer de faire ça sur iMovie, on verra. Donc bref, ce deuxième livre, c'est Passager 23 de Sébastien Fitzek, au livre de poche. Donc j'avais choisi ce livre surtout parce que c'était la canicule et que cette petite couverture me rafraîchissait. Voilà. Donc ça faisait un moment que je voulais lire ce livre, puisque j'en avais entendu une très belle critique de Séverine justement et d'autres personnes. Et aussi parce que c'est Passager 23. Et que le 23 c'est mon chiffre à moi. C'est mon chiffre, enfin mon chiffre ou nombre, je ne sais plus. Chiffre préféré, voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa qu'il y ait ça dans le titre. Bref, on va suivre Martin Schwartz, qui est un Allemand, hein, puisque Sébastien Fitzek est allemand je crois. Donc évidemment il écrit des histoires avec des Allemands. Qui est un policier dont la femme et le fils sont morts pendant une croisière en fait. Apparemment sa femme aurait tué son fils et ensuite se serait suicidé, voilà. Sauf que lui, il y croit pas du tout. Et il va recevoir un appel d'une personne qui est à bord de ce paquebot, où il y a eu sa femme et son fils qui sont partis en croisière. Ce paquebot s'appelle le Sultan des Morts. Et en fait, une personne va l'appeler et va lui dire j'ai des informations pour vous, votre fils et votre femme ne sont peut-être pas morts et tout. Et dès qu'il va arriver, la personne, qui est une vieille dame qui vit à résidence sur le paquebot, elle loue une suite en permanence, elle a retrouvé en fait l'ours en peluche de son fils. Voilà. Donc elle a retrouvé l'ours en peluche de son fils qui est dans les bras d'une petite fille qui avait disparu et qui est réapparu quelques mois plus tard. Et donc en fait, à partir de là, il va commencer à faire des recherches, il va vouloir trouver qui a enlevé la petite fille, pourquoi elle est revenue, et aussi si c'est lié à la disparition de sa femme et de son fils. Donc la petite fille, elle va être mise dans une zone de quarantaine du bateau pour pas que les gens paniquent, hein, parce qu'elle est censée être disparue et morte, la petite fille. Elle ne parle pas, elle a un comportement assez étrange et au début elle ne parle pas et après elle parle, mais elle répond des choses qui n'ont aucun lien avec la question que Martin lui a posée. Bref, peu à peu, non, je pense que c'est plutôt vers le milieu du livre je crois, on va découvrir pourquoi les personnes ont été enlevées, puisque il n'y a pas eu que cette fille, il n'y a pas eu que sa femme et son fils, il y a plein d'autres personnes qui disparaissent, des paquebots, des croisières, beaucoup de gens sont des gens qui se suicident, mais là dans ce cas-ci, il y a beaucoup de disparitions qui ne sont pas des suicides. Et du coup on va découvrir pourquoi les gens disparaissent et sont probablement morts. J'ai vraiment adoré ce livre, je commence déjà un petit peu à l'oublier, mais j'ai vraiment bien aimé. Le pourquoi du comment est assez glauque, hein, voilà, je peux pas vous en dire trop parce que sinon ça risque de vous... comment dire, de vous spoiler, mais c'est vraiment un thème qui est assez dur et voilà, que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est vraiment un livre très addictif que j'ai lu très rapidement aussi, qui aborde un thème, on pourrait dire qu'il est souvent abordé, mais pas dans ce sens-là en fait, voilà. Faut pas que j'en dise trop, sinon je vais vous spoiler. Et voilà, il y a juste le prologue et l'épilogue que voilà, je sais pas trop. Voilà. Je peux pas vous le dire, mais si vous l'avez lu et si vous le lisez, vous comprendrez. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus puisque c'était bon, mais c'était pas excellent. Voilà. Et j'en garderai pas, je pense, un souvenir immémorable. Voilà. En cette semaine de canicule, hein, parce que c'était la canicule quand j'ai lu tous ces livres-là, j'ai décidé de lire un livre pour rester dans le thème de la canicule, un petit young adulte, oui, Dry, de Neal Shusterman, et Neal et Jarrod Shusterman d'ailleurs, c'est les père et fils qui ont écrit.
dans la collection R de Robert Laffont. Donc en fait, dans cette histoire, on se retrouve dans notre monde, en Californie, où il y a une sécheresse depuis un petit moment et il y a des restrictions d'eau et tout, jusqu'au jour où il n'y a plus d'eau du tout. Donc voilà, donc on va suivre Alyssa et son frère, je sais plus comment s'appelle son petit frère, et aussi le reste de la famille et le voisin. Voilà, on va suivre Enfin au début on suit surtout la famille d'Alyssa, mais très vite après la pénurie d'eau, elle va se retrouver seule avec son petit frère et aussi avec le voisin, donc sachant que ces voisins ce sont des survivalistes. Du coup ils ont une maison protégée avec des réserves d'eau, des réserves de nourriture, tout un tas de trucs, d'armes et de trucs de protection, enfin voilà, bref. Donc très vite, vu qu'il y a la pénurie d'eau, dans les supermarchés ça va être l'hécatombe, tout le monde va se taper dessus pour aller chercher les dernières bouteilles d'eau. Et même très vite dans les quartiers, ça va devenir mort et soit les gens vont partir, soit les gens vont essayer de survivre. Et ça va devenir quand même assez dangereux, même dans les banlieues les plus paisibles. Donc très peu de temps après le début de la pénurie d'eau, le gouvernement met en place des genres de stations de désalinisation de l'eau. Donc ses parents vont partir là-bas pour aller chercher des bidons d'eau, sauf qu'ils ne vont pas revenir en fait. Alyssa n'a plus de nouvelles de ses parents. Et du coup, elle va se retrouver avec son voisin qui s'appelle... Comment il s'appelle? Kelton. Et très vite, ils ne vont pas pouvoir non plus rester dans la maison qui est protégée. Ils vont vouloir partir au bunker des parents de Kelton. Ils ont dit on se rejoint là-bas, voilà. Voilà, ça c'est le thème, enfin c'est l'histoire de base. Ce que j'ai pas trop aimé, on va commencer par ça, puisque j'ai l'impression que c'est le cas dans beaucoup de... Enfin c'est un peu dans tous les postas ou dans les appos d'ailleurs, dans les livres apocalyptiques ou post-apocalyptiques. On a toujours des personnages qui vont à un point A, puis à un point B, puis à un point C, puis à un point D, et il y a toujours des gens qui se rajoutent à leur groupe ou qui s'enlèvent. J'aime pas cette façon de faire, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas dans tous les post-apos ou apos que j'ai pu lire. D'ailleurs non, je dis ça mais non. Surtout dans les young adultes, j'ai l'impression. Voilà. Après ce que j'ai adoré c'est vraiment ce thème, puisque moi j'adore en fait tous ces livres qui parlent de catastrophes écologiques. J'ai d'ailleurs récemment découvert qu'il y avait un nom pour tous ces livres où il y a une catastrophe écologique, puis un petit peu un renversement de notre société actuelle. Ça s'appelle la Cli-Fi. Voilà, j'ai découvert ça sur la chaîne de Jeannot ce livre, qui est une chaîne que j'ai découvert très récemment et que j'adore et que je vous conseille absolument, parce qu'elle est super fun cette nana, et j'adore toutes ses vidéos. Et donc, il y a le terme du coup de Cli-Fi qui a été inventé, donc la contraction de climate et de sci-fi, science fiction, donc Cli-Fi. Et je crois que c'est un genre littéraire que j'adore, voilà. Donc là, c'est le cas, donc on a ce thème de la pénurie d'eau, de comment ferait notre société si du jour au lendemain il n'y avait plus d'eau qui sortait du robinet. Et je peux vous dire que ce serait pas beau, c'est-à-dire que tout ce qu'on s'attend à trouver dans un post-apo, ça y est, les gens qui se battent pour les dernières gouttes d'eau, vraiment on a des personnages qui sont au bord de la mort, de déshydratation. Franchement j'ai lu ce livre je l'ai lu beaucoup dans le train en fait quand je rentrais du boulot. Heureusement que j'avais ma bouteille d'eau, bon déjà c'était la canicule donc c'est pour ça que j'avais ma bouteille d'eau, mais ce livre donne extrêmement soif et c'est pas mal, en temps de canicule ça fait beaucoup boire, mais ça fait aussi surtout réfléchir à notre vision de l'eau. Et tout ce que j'ai eu envie de faire après avoir fermé ce livre, c'était aller acheter 10 packs d'eau à Auchan et faire des réserves au cas où, le jour où ça arrivera, puisque voilà, je ne suis pas une personne très optimiste vis-à-vis de notre climat et de notre vie actuelle. Je pense que un jour ou l'autre, on vivra sûrement ce genre de situation. Voilà, c'est triste à dire, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire, mais sur la fin c'était ultra addictif, je ne pouvais plus lâcher le livre. Mais j'ai une grosse déception vis-à-vis de ce livre, c'est la fin. C'est décrit par des Américains,
c'est du young adulte, du coup il ne peut y avoir qu'une fin heureuse. Voilà, ce n'est pas possible d'avoir une fin où tout le monde meurt de soif. Désolée, du coup ça spoil peut-être un peu la fin, mais en vous disant qu'il y a un happy ending, vous vous en doutez que voilà, je dis pas que tout le monde s'en sort, mais peut-être que si, peut-être que non. Mais ça reste quand même un happy ending et je pense que sur ce thème, ça aurait été bien de ne pas avoir un happy ending. Surtout que je trouve la fin trop... Il y a une séparation quoi. On a le bouquin et on a la fin, genre en mode tout est redevenu beau, tout est redevenu normal. Non, c'est pas réaliste et ça m'a extrêmement déçue. J'ai ensuite lu le 5e jour de Maud Tabachnik au livre de poche. Donc pareil, celui-là c'était un des thrillers préférés de Séverine. Et ce qui m'avait donné envie de le lire clairement, hein, c'est parce que apparemment c'était un des thrillers les plus dégueux qu'elle ait pu lire. Je confirme. Et du coup, je n'ai pas spécialement aimé cette lecture. Donc en fait, on va se retrouver à New York. Premier point négatif pour ma part, mais je développerai ça après. Donc une petite jeune fille, une petite fille est en fait confiée à un visiteur occasionnel qui va l'enlever et voilà, en fait il y a donc cet homme qui vient chez une mère et ses 2 enfants. Il vient en gros voir le jeune garçon qui doit venir travailler à sa ferme et il va dire à la mère et à la petite fille: oui, ma soeur fait l'anniversaire de ma nièce, est-ce que je peux emmener la petite pour son anniversaire? Sauf que voilà, il va l'enlever et ne jamais la ramener. Et quelques jours plus tard, il va envoyer une jolie lettre à la maman en lui disant tout ce qu'il a fait à sa petite fille. Voilà. Voilà, donc ça c'est le truc de base. Donc la police de New York va être mise sur le coup. On va suivre le détective, je sais plus c'est quoi le nom exact. Pas détective, c'est pas sergent, capitaine, pas commissaire, bref je ne sais plus. Monsieur Levine ou Levine. Voilà, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Stan, qui va enquêter sur cette disparition. Il va ensuite y avoir un meurtre, puis un autre, et il va se rendre compte que tout est lié et que tout part d'une personne. Enfin, tout est relié à une personne. On va aussi suivre Monsieur Nichols, qui est un monsieur d'une 60aine d'années qui a des enfants, une femme, qui travaille à la librairie de New York et qui est un gros sadomaso qui tue des gens, hein, parce que voilà, parce qu'il est cannibale aussi, voilà, et plein d'autres choses, mais ça je vous laisse découvrir. Voilà, le point positif du bouquin c'est qu'il est court, que les chapitres sont assez courts aussi et sont assez addictifs, mais voilà, il y a des scènes d'une extrême dégueulasserie et d'une extrême violence aussi. Donc on a des scènes, oui, qui sont dégueulasses, vraiment au premier sens dégueulasses, et qui m'ont donné la nausée. Et on a aussi des scènes de violence ignobles qui m'ont donné des vertiges. Moi, quand je lis un truc de torture, ça me donne des vertiges, voilà. Faut pas chercher à comprendre. Et ça a été le cas dans ce bouquin, j'ai ressenti les deux. Surtout que la plupart des actes de torture sont des actes que le psychopathe commet sur lui-même, hein, vu qu'il est masochiste, hein, faut pas oublier. Il aime s'enfoncer des trucs dans la peau, des aiguilles, là où personne n'a envie de s'enfoncer quoi que ce soit. Surtout là où les hommes n'ont pas envie de s'enfoncer quoi que ce soit. Puisque les femmes n'en ont pas. Bref. Vraiment, le mec, en plus, il se fait mal et il kiffe. Et après, il enlève aussi des gens pour qu'ils le regardent faire ses trucs et pour pouvoir leur faire des trucs aussi. Et puis après il les tue et il bouffe certaines parties, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc voilà, donc oui, c'est extrêmement dégueulasse. Le pire c'est que je crois que ça a été inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Le personnage d'Edgar Nichols a été librement inspiré d'un criminel qui a existé aux États-Unis dans les années 30, soupçonné d'être l'auteur de plus de 200 meurtres. Je vous dis pas la suite parce qu'après ça spoil un petit peu le bouquin. Bref. Donc aussi le truc qui m'a dérangé c'est, je ne sais pas, New York, que ça se passe à New York, surtout qu'on se retrouvait pas mal dans des ruelles un petit peu glauques où on n'aimerait pas se promener la nuit. Je sais pas, vous voyez, l'image est en sépia et
en lisant ce livre, je sais pas si c'est parce qu'il est un petit peu vieux, enfin il est pas si vieux que ça, il date de 2003, ça commence à être vieux mais ça va encore. J'avais l'impression d'être dans un vieux film de... Quand je m'imaginais les trucs dans ma tête, je les imaginais soit en noir et blanc, soit en sépia. Pour moi, tout le livre était sombre, était gris, était sans couleur. Et voilà, ça m'a... Bon, ça va avec l'histoire, mais je sais pas. Et j'ai pas de... Je ressens rien pour New York, vous voyez, c'est pas une ville que j'ai spécialement envie de découvrir. Moi, je suis plus une jeune fille de la nature. Même si en ce moment je vis en ville, mais bon, c'est pas non plus New York ni Paris, hein. Oh, Dieu merci. Je sais pas, je me suis sentie pas à l'aise. Bon, de toute façon, on n'a pas à être à l'aise en lisant ce livre, hein, clairement, il est bien dégueu. Mais je sais pas, ça l'a pas fait, voilà. Je peux pas vous donner plus d'explications de ça. Si vous n'avez pas peur des trucs dégueux et glauques et gore, bah lisez-le, mais moi, voilà, ça l'a pas fait. Et pour finir, j'ai lu un livre sur ma Kindle, donc je vous mettrai la photo juste là. C'est La vie dont nous rêvions de Michel Sachs aux éditions Belfond. Donc en fait, on va suivre un couple, donc c'est Mary et Sam, qui sont américains, qui ont un petit garçon Connor de quelques mois, enfin bientôt 1 an je crois. Et avant sa naissance, quand Sam a appris que sa femme est enceinte, il avait hérité d'une maison en Suède, d'un petit cabanon dans un petit coin paumé. Et il a décidé, allez, on part vivre là-bas, ce sera mieux, tu pourras t'occuper du gamin et de la maison. Voilà. Donc, on se retrouve, ça va faire bientôt 1 an qu'ils sont en Suède, où ils ont un petit peu une vie parfaite, voilà, ils sont tous les deux avec leur bébé, tout va bien. Sam, lui, veut devenir réalisateur, donc il est tout le temps à droite à gauche pour essayer de trouver du travail. Mary, elle s'occupe de la maison, du jardin, elle fait ses propres confitures et petits pots pour bébé. Elle fait le ménage, elle s'occupe de la maison, de son enfant, et puis de temps en temps, quand elle passe la poussière sur le haut du réfrigérateur, elle aime bien écrire des petites choses dans la poussière comme au secours, voilà. Donc on peut très vite se rendre compte que toute cette belle vie n'est qu'une surface, voilà, que clairement Mary n'est pas bien du tout. Et surtout on va très vite se rendre compte qu'elle n'est pas bien au point de ne pas du tout accepter sa maternité et surtout de ne pas aimer son enfant, voire même de vouloir lui faire du mal, voilà. On a certaines scènes d'ailleurs qui sont assez dures, je pense qu'elles doivent être encore plus dures peut-être pour une maman, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc par exemple, une des scènes qui m'a un petit peu le plus interloquée, c'est qu'un jour, je ne sais pas si elle revenait de quelque part avec son enfant ou quoi, elle se rend compte qu'il a la couche pleine, vraiment au bord d'exploser. Elle pose le bébé sur la table à langer, elle se retire et elle le regarde comme ça, sans rien faire, et elle s'en va en fait. Et elle va regarder la télé et elle le laisse hurler, hurler et hurler, jusqu'à ce qu'une voisine vienne pour se plaindre, dire est-ce que tout va bien, le bébé pleure depuis très longtemps. Et quand elle va remonter dans la chambre, en plus de ça, le bébé va être par terre. Voilà. Et elle s'inquiète pas plus de ça, elle voit que son bras qu'il a mal au bras, mais c'est pas très grave, voilà. Et donc, dans toute cette belle vie va venir s'ajouter un petit truc. Frank, donc, qui est le diminutif de Francesca, je crois, qui est la meilleure amie de Mary, qui va venir passer des vacances chez eux, donc vraiment des longues vacances en plus. Sachant qu'elles ont beau être meilleures amies, elles ont une relation assez toxique. D'ailleurs, tous les personnages ont des relations toxiques entre eux. Il y a vraiment le thème de la dépression postpartum et du rejet de la maternité, mais il y a aussi surtout le thème des relations toxiques dans ce livre. Vraiment, voilà, des mensongeries, des trahisons, il n'y a que ça partout, de tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Donc très vite, Frank va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu dans toute cette vie de magazine, voilà. Mais bon, elle va pas faire grand chose vis-à-vis de ça, bref. Donc voilà, ils vont vivre un petit peu tous les trois avec le bébé pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il se passe un drame à la moitié du livre à peu près. Et voilà, là on va continuer dans les relations toxiques et tout et tout. J'ai vraiment adoré ce thriller. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il est un petit peu dans le côté rejet de la maternité et dépression et tout. Il m'a fait beaucoup penser à Il faut qu'on parle de Kevin, qui est un de mes livres préférés. Je crois que je vous en parle dans une vidéo update lecture. Je ne sais plus laquelle. Bref, c'est un de mes livres préférés qui est aussi sur ce thème-là.
et c'est pour ça que j'ai voulu lire ce livre à la base. Même s'il ne parle pas que de ça, j'ai vraiment adoré. On est vraiment dans un thriller psychologique domestique, presque en huis clos, hein, parce que beaucoup de scènes, quasiment toutes, se passent dans leur petite cabane près de la forêt. Où clairement je pense qu'on peut devenir un petit peu frappadingue aussi, hein, tout simplement parce que je pense que l'hiver, on n'est pas dans le cercle polaire, mais ils doivent pas faire beaucoup bien jour en hiver, hein, surtout au mois de décembre. Je pense que la vie ne doit pas forcément être facile. Et voilà, donc on suit tous ces personnages qui sont tous détestables sur plein de niveaux, mais l'auteur arrive à nous faire ressentir de l'empathie pour chacun d'entre eux, quoi. C'est vraiment bien fait, ça. Petit point négatif, c'est que la prise en main est un petit peu compliquée dans le sens où les dialogues sont intégrés totalement à la narration. Donc il n'y a pas de tiret, mais des fois il n'y a même pas à la ligne pour dire que c'est un personnage qui parle. C'est-à-dire qu'on va avoir une phrase de narration, le personnage qui parle, et là on se dit est-ce qu'il pense, est-ce qu'il parle, enfin voilà, et c'est à la ligne d'après qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui lui répond, que là on se dit ah ouais, il était en train de parler. C'est un peu compliqué, mais bon, on s'y fait assez vite, hein, et c'est quand même compréhensible. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture, je vous la conseille absolument. Et je pense que je vais suivre de près ce que fait Michel Sachs, parce que je crois que c'est son premier roman. Donc je trouve que c'est vraiment un super premier roman. Voilà. Donc je vais vous laisser, c'était tout pour cette update lecture. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!